Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes et vous espérez bien devenir président du parti Les Républicains. Vous êtes candidat à la présidence. Hier, vous les députés LR, vous aviez la possibilité de renverser le gouvernement. Et puis quoi? Rien? Ça aurait voulu dire quoi? Que M. Mélenchon soit Premier ministre, que Mme Sandrine Rousseau soit ministre de la police des mœurs et que Mme Le Pen soit ministre des Affaires étrangères? On ne va pas cautionner un tel attelage. Ce qui s'est passé, déjà perdant, cette alliance, non. Ça veut dire, si on censure, c'est qu'il y a une majorité alternative avant de passer aux élections. Donc hier soir, on a assisté à une alliance entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Ça ne nourrit rien de bon pour le pays. Et justement, si je suis engagé aujourd'hui pour prendre la tête des Républicains, c'est pour qu'on évite demain à la France qu'il y ait ce débat devant les urnes au second tour d'une présidentielle entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Moi, je me refuse à avoir ce choix qui serait terrifiant pour notre pays. Et c'est pour cela que dans la responsabilité, dans l'opposition claire au pouvoir actuel, nous voulons incarner demain une vraie alternative responsable sur un projet de redressement et pas sur un projet de démolition que conduirait M. Le Pen. Avant de pouvoir incarner cette opposition... Je les marie entre la carpe et le lapin, Mme Le Pen et M. Mélenchon. Mme Le Pen et M. Mélenchon, vous disiez à l'instant M. Le Pen, justement j'aimerais bien qu'on l'écoute hier. Ça s'est passé à 16h30, vous étiez dans l'hémicycle et ça a été un véritable coup de tonnerre. Parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Au Rassemblement national, nous ne craignons pas les menaces de dissolution. Nos places ne nous apportent pas. Est-ce qu'au fond, c'est pas ça la vraie raison pour laquelle vous ne l'avez pas voté? C'est que vous craignez une dissolution, vous avez peur en fait? Je crois que le débat, il est très loin de ça. Ce qu'il faut, c'est présenter aux Français un projet alternatif. Il y a des institutions. On est sous la Ve République. Il y a eu des élections il y a 4 mois. Il y a une majorité. Il n'y a pas de majorité dans ce pays. Il n'y a qu'une majorité relative ou une minorité relative. Nous avons à reconstruire une alternative, une alternance, un projet responsable, sérieux. Je m'y attelle. Nous allons procéder étape par étape, mais on n'est pas obligé de subir les étapes des autres, d'autant que ces étapes, elles seraient terrifiantes. Je le redis pour le pays. Moi, je ne veux pas voir M. Mélenchon à la tête du pays. Je ne peux pas voir Mme Le Pen à la tête du pays. Donc vous voulez prendre le temps de construire une sorte d'alternative. Bon. Aujourd'hui, nous devons, dans la responsabilité, vous savez, la situation, elle n'est pas facile, les Français le mesurent, les questions de pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, l'inquiétude sur l'énergie pour l'hiver. Entre-temps, Éric Ciotti, on ne peut pas aller vers des chemins d'illusion. Vous avez quand même l'air d'être hors jeu, de regarder les balles passer. Donnons-nous du temps. Voilà, donnons-nous du temps pour reconstruire. La responsabilité, la raison finissent toujours par triompher. Il y aura, Monsieur Macron... Dans les faits, ça vous donne quand même aujourd'hui la position d'une forme de soutien, ou en tout cas de béquille au gouvernement. Vous êtes ceux qui avaient permis au gouvernement hier de se maintenir. Absolument pas. Nous ne voulons pas être la béquille de M. Mélenchon, de Mme Rousseau. Mais vous préférez donc Le Pen. être la béquille d'Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte? Non mais c'est un choix. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Parce qu'il y a un temps pour les élections, il y a un temps pour le débat parlementaire. Ce temps viendra. Rassurez-vous, nous nous y préparons et je le dis très clairement, M. Macron ne pouvant plus être candidat, son bilan étant celui que l'on connaît, c'est-à-dire déplorable, ceux qui ont participé de près ou de loin à la construction de ce bilan seront tous discrédités. Donc il y aura une alternative. Et elle s'est passée hier. M. Mélenchon, Mme Le Pen, Mme Rousseau pour diriger le pays, au secours, et il y aura de l'autre un chemin de responsabilité, de redressement, de courage, d'effort. C'est celui qu'incarneront les Républicains. C'est une question de timing, en fait, pour vous. C'est-à-dire que hier, c'était trop tôt, mais potentiellement, vous ne vous interdisez pas l'option d'une motion de censure déposée par LR dans les mois ou pendant le quinquennat. Nous avons cette arme entre nos mains.
nous l'utiliserons si l'intérêt du pays le nécessite, parce que ce qui importe, c'est toujours l'intérêt général du pays. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Quelle majorité alternative? Voilà, encore une fois, je le dis, est-ce que vous voulez voir Monsieur Mélenchon gouverner avec Madame Le Pen et Madame Rousseau? On a compris ça. Les Français doivent se poser cette question. Et vous agitez beaucoup voilà, tout ça, c'est pas vous agitez sérieux. beaucoup l'idée d'une Madame Rousseau. On va revenir à la retraite à 60 ans. On va ruiner nos finances publiques. Comment tous ces gens vont fonctionner? Ceux qui attaquent les policiers, ceux qui veulent les protéger, c'est ça ce qui a été fait hier. Cette alliance contre nature, ça c'est de la politique politicienne. C'est contraire à l'intérêt de la France. La France souffre, les Français sont en difficulté aujourd'hui. Il faut des solutions raisonnables, responsables pour les redresser. On va revenir les avons, sur les questions et nous des finances, sur la question de la sécurité. Mais je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur les propos de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a donné une interview fleuve au journal du dimanche ce week-end. D'abord, est-ce que vous vous parlez? Nous avons eu un échange très récemment, mais je n'ai plus vu Nicolas Sarkozy depuis le mois d'avril. J'ai lu son interview. C'est une interview qui avait de la hauteur, celle d'un ancien chef de l'État qui a fait de bonnes choses pour la France. Je le dis avec respect. Il y a des analyses que je partage. Son constat assez sévère sur la politique d'Emmanuel Macron, parce que ça n'a pas été relevé par la presse, mais quand il dénonce quelque part les effets du en même temps, ça veut dire de l'impuissance. Quand il dit que tous ceux qui auront participé à la désagrégation de notre modèle d'énergie nucléaire seront discrédités. Monsieur Macron est au cœur du démantèlement de la filière nucléaire. Il a été ministre de l'économie de Monsieur Hollande. Pour vous, c'est lui et Monsieur Philippe qui ont décidé la fermeture de Fessenheim. C'est lui qui a fait voter la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous l'avons voté, enfin personnellement je ne l'ai pas voté, il y a 3 ans à l'Assemblée nationale, qui prévoyait de réduire de 50% le nucléaire à l'horizon 2035. Vous avez voulu retenir les critiques, et en effet de manière sous-jacente, on peut l'entendre dans la phrase que vous venez de mentionner. C'est assez critique aussi. Après, mais il dit aussi d'Emmanuel Macron qu'il a du sang-froid, de la mesure, de l'expérience, plutôt élogieux quand même. Oui, enfin, c'est nuancé. En tout cas, ce que je ne partage pas, et je le dis très clairement, c'est l'idée d'alliance. Mais c'était plutôt un message pour M. Macron en disant: vous avez échoué avec votre politique, elle est impuissante, le en même temps n'amène à rien, donc il faut conduire une politique de droite et il faut une alliance. L'alliance, pour la faire, il faut être 2, et moi, personnellement, je le dis très clairement, je la récuse, parce que je ne m'allie pas avec un pouvoir qui a mis la France dans cet état. Une France endettée, assommée par le poids de l'endettement, des déficits qui sont abyssaux, extérieurs, nos comptes publics, des dépenses publiques qui n'ont jamais été aussi hautes, des services publics impuissants et des impôts et des taxes, ce qui crée la crise du pouvoir d'achat. Pourquoi il y a cette crise du pouvoir d'achat? C'est parce que les impôts, les taxes n'ont jamais été aussi élevé. Mais Éric Ciotti, on a franchi le record des prélèvements obligatoires cette année, vous le savez. Quand Nicolas Sarkozy parle en effet d'une alliance de gouvernement entre la droite et Emmanuel Macron. J'y suis totalement opposé. On a bien compris, mais vous dites il faut être 2. Si quand même Emmanuel Macron, demain, vient vous voir, vous avez entre-temps, imaginons, pris la tête de LR, il vient vous voir et vous dit écoutez, voilà, moi je suis prêt à faire un vrai pas vers ce que vous proposez, en effet, notamment sur les retraites, sur ces choses-là, vous êtes quand même d'accord. Donc, si c'est lui qui vient vers vous, vous fermerez quand même la porte? On ne s'allie pas, je le dis très clairement, ça sera ma ligne si demain je suis à la tête des Républicains, avec un président qui a mis la France dans cet état. Il faut tourner la page du macronisme, il faut reconstruire. Seuls les Républicains, j'en suis profondément et sincèrement convaincu, peuvent le faire dans l'intérêt général du pays. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 alternatives, soit l'héritage du macronisme qui se poursuit, soit le duel Le Pen-Mélenchon, soit cette voie qu'incarnent, que vont ouvrir les Républicains, avec comme candidat Laurent Wauquiez en 2027. Donc ce chemin, pour moi, ça y est, c'est clair, c'est Laurent Wauquiez en 2027. C'est celui que je proposerai.
si je suis élu à la tête des Républicains. Mais comment vous pouvez justifier ça? Ça m'étonne toujours, pardon, hein, mais c'est vrai qu'on se souvient de Dominique Strauss-Kahn qui était parti au bout du monde en disant que du coup, il allait devenir un recours. Là, on a Laurent Wauquiez. Alors, il n'est pas parti bien loin, il est en Auvergne, mais enfin, il ne parle plus. Alors, je peux témoigner comme journaliste, hein, on l'invite régulièrement à s'exprimer sur la politique nationale. C'est systématiquement non, et c'est non depuis des années. Et vous pensez que le fait de s'être retiré, de ne pas mettre les mains dans le cambouis, de ne pas parler de la politique nationale, de s'épargner comme ça, ça fait de lui un recours. Donc, en fait, quand on fait rien, on est un recours. Encore une fois, étape par étape. Ouais, enfin quand même. Votre étape, vous la grillez. Vous dites déjà 2027, c'est lui. Avec tout le respect que je vous dois, c'est pas vous qui fixez notre calendrier. Bien sûr. Je dis juste que je suis surprise que vous disiez aux Français, il ne s'exprime pas sur la politique française. Il refuse de participer au débat national et ce sera lui le recours. La présidentielle, c'est 2027. Donc, nous allons avancer étape par étape. Il y a une étape majeure, c'est refonder notre famille politique, lui donner un chef. C'est mon objectif. Et donc le chef, il faut qu'il se taise pour être un bon chef. Mon ambition, et j'aurai pour mission de préparer cette élection présidentielle. C'est en tout cas la feuille pour lui, parce que du coup, il dit rien, vous prenez tout. C'est la feuille de route que je me trace. Ouais. Un chef, un candidat, une organisation modernisée, renouvelée, et puis un projet de rupture, un projet de droite. Je suis de droite. Je l'assume, un projet d'autorité, d'identité, de liberté. Mais les choses sont sur la table. Après, les militants choisiront. S'ils veulent à nouveau les primaires, s'ils veulent à nouveau attendre novembre 2026 pour attendre le candidat providentiel hypothétique, c'est pas moi qui dois voter. Il y a un autre ou deux autres candidats pour ça. Mais s'ils veulent un choix clair, une perspective qui a toujours été celle du parti gaulliste sous la Ve République. Au moins la ligne, elle est claire. Jusqu'en 2027 avec vous. On prend ou on prend pas. Mais en tout cas, c'est ce que je propose. Éric Ciotti, hier, il y avait ces obsèques bouleversantes de Lola, où on a entendu évidemment le témoignage, notamment de ses frères qui brise le cœur. Mais vous avez tout de suite fait partie de ceux qui ont considéré que le problème était aussi qui avait commis cet acte et dans quel statut. Vous l'avez dit notamment sur Twitter, l'assassinat de Lola a été commis, je vous cite, par une femme algérienne en situation irrégulière ayant fait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire. En tant que père de famille, ce laxisme migratoire criminel me révolte. En tant que responsable politique, je m'engage à tout faire pour y mettre fin et vite. Est-ce que vous considérez que l'État, en n'ayant pas fait appliquer cette obligation de quitter le territoire, a une forme de responsabilité? Est-ce que vous iriez jusque dire cela? Il y a naturellement une responsabilité globale. Quand l'État prend une décision et qu'elle n'est pas exécutée, il y a naturellement une faute. J'ai vu d'ailleurs que le porte-parole du gouvernement a dit on pourrait faire mieux. C'est une forme, quelque part, de reconnaissance de responsabilité. C'est factuel. Ce que j'ai dit est factuel. Moi, je n'ai pas voulu faire de fausses polémiques, mais nous voyons bien depuis quelques jours, il y a eu ce drame qui a bouleversé la France entière, qui touche au cœur une famille qui doit aujourd'hui éprouver une douleur indicible. Les circonstances de cet assassinat sont terrifiantes. Mais quand on est responsable public, moi je suis parlementaire, je suis député. Il y en a qui, depuis l'extérieur, ont fait de la récupération, qui ont le monopole. Vous pensez à qui? À Éric Zemmour? Qui ont le monopole de la parole, l'achat de sites, de domaines, tout ça. Naturellement, c'est une forme d'indécence. Mais quand on est parlementaire, moi c'est des sujets que j'aborde depuis des années. Cette question de l'exécution de la parole de l'État, de l'exécution des décisions de justice, souvent 100 000 peines de prison ferme non exécutées par an, en attente d'exécution, ou des décisions administratives. C'est le cas. Une obligation de quitter le territoire, c'est un préfet ou le ministre de l'Intérieur qui dit cette personne ne doit plus être en France. Obligation, de fait. Aujourd'hui, elles ne sont quasiment... c'est très compliqué. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Quand on dit obligation, ça ne veut pas dire faculté, ça ne veut pas dire loisir, ça ne veut pas dire bonne volonté. Qu'est-ce qu'on met derrière? Aujourd'hui, on envoie un courrier à ces personnes en disant, en gros, est-ce que vous auriez l'obligeance ou la gentillesse de bien vouloir retourner chez vous? Naturellement, le caractère dissuasif, il est nul. Ça veut dire qu'il faut tout changer. Ça veut dire qu'il faut réinstaurer le délit de séjour illégal. Monsieur Valls l'avait supprimé sous la présidence Hollande, avec M. Macron comme ministre de l'économie. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, s'il y a une vérification d'identité, qu'on se rend compte que vous êtes sous l'objet d'une obligation de quitter le territoire, vous êtes emprisonné. Possibilité d'une garde à vue, d'une détention. Et puis aujourd'hui, dans le droit actuel,
il faut qu'on recourt systématiquement pour une OQTF, en tout cas le plus largement possible, au placement centre de rétention administratif, les CRA. Il y a aujourd'hui, on dit un peu plus de 1800 places de CRA, 120 000 OQTF qui ont été prononcées en 2021. On voit bien que c'est dérisoire. Non, 107 000 très précisément, vous gonflez un peu les chiffres en 2020. Et en 2021, c'est 62 207 OQTF prononcés. Et 122 000 en 2019, avant le Covid. C'est juste, 122 000 précisément, j'ai les chiffres sous les yeux. On a été 2021, je ne sais pas si on a les derniers chiffres. Et en 2021, il y a eu 5,6% des OQTF qui ont été véritablement exécutés. Sur 2021, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 61 000 OQTF au premier semestre 2021. Sur le deuxième semestre, on ne les a pas encore, donc vraisemblablement... Mais depuis, Olivier Véran a promis, a dit qu'il cherchait du service de statistique du ministère de l'Intérieur. D'application des OQTF. C'est M. Macron qui l'a dit. C'est irréaliste. C'est irresponsable. C'était un engagement de M. Macron. C'est irréaliste quand on le dit, mais c'est réaliste quand vous le dites. Quand vous dites... vous dites, je les ferai appliquer. On les fera appliquer au-delà de 6%. Voilà, on ne peut pas faire appliquer à 100%. Il y a toujours des blocages, des pays qui refusent. Dire 100%, c'était d'ailleurs méconnaître ou prendre les Français pour des idiots. Mais entre 6% et 100%, il y a une absence de volonté. Il y a ce en même temps, voilà, qu'on parlait tout à l'heure, de grands discours, des grands mots, on dit 100% et on réalise 6%. C'est ce que je dénonce dans le macronisme. Donc ce que je propose, je l'ai demandé à l'Assemblée nationale. C'était mardi soir, en séance de nuit de la Commission des lois. Vous savez, le budget consacré à l'immigration au ministère de l'Intérieur, c'est 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros. Là-dedans, il y a 170 millions, 169 exactement, pour les expulsions, à peine, c'est-à-dire moins de 10%. 2 milliards, l'intégration, tous les blablas qu'on encadre aujourd'hui l'immigration, et puis à peine 170 millions pour les expulsions. Et pour les CRA, on a diminué les centres de rétention, ce qui permettrait réellement d'expulser. Parce que quand on place une personne en CRA, le taux de reconduite monte à 40-45%. J'étais vendredi dans un CRA à Nice. D'abord, les CRA ne sont pas tous occupés. Il y a 5% de places en moins pour le Covid. Aujourd'hui, ce qui veut dire que sur les 1800 places, les préfets me disent qu'en réalité, il y en a 1300, 1500 opérationnels. Donc c'est la priorité. Un gouvernement responsable, au lieu de parler, il créerait des places de CRA. Le ministère en annonce quelques-unes, c'est largement insuffisant. J'ai proposé qu'on triple les crédits. Ça a été refusé. Qui a voté contre mon amendement? Là, c'est concret. C'est pas de la récupération. J'ai bien compris, vous estimez que c'est pas suffisant. Moi, je voudrais aussi qu'on parle très concret, qu'on vous donne un exemple. Vous parlez régulièrement de cette question aussi du fait d'attraper ou non les coupables, du rôle aussi de la justice. Je voudrais aussi qu'on parle du rôle des citoyens et où est-ce qu'on doit mettre la limite. Je voudrais vous raconter cette histoire et vous faire écouter ce témoignage. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Roanne, il y a une mère de famille qui entend du bruit dans la chambre de sa fille de 6 ans et qui tombe nez à nez avec un jeune homme qui s'en va. Le jeune homme a 16 ans, il est mineur isolé. Il a été ensuite retrouvé par le père et les amis du père qui ont mis en place une ronde. Et il s'appelle Anis et je voudrais que vous écoutiez son témoignage de ce père de famille sur RMC. Jeudi dernier, en pleine nuit, un homme s'introduit chez cette famille par une porte laissée ouverte. Il monte, entre dans la chambre de la fillette et aurait procédé à des attouchements. Alerté par des bruits, la mère sort et tombe nez à nez avec l'individu qui prend la fuite. Le père, au travail, rentre dans la foulée. Je suis devenu fou, mais fou. Après avoir déposé plainte, Anis organise une ronde dans le quartier pour retrouver le suspect. On était persuadé que la personne n'était pas loin d'ici parce qu'il a disparu trop vite. La nuit suivante, des voisins surveillent la maison. L'un d'eux interpelle un homme qui tente d'enjamber la barrière et prévient Anis. J'ai pris la photo de la personne. Je retourne voir ma femme. J'ai à peine le temps de lui faire voir le téléphone. Elle a même pas eu le temps de me dire oui, c'est lui. Elle a repris un deuxième choc dans la tête. Mais quand il prévient ses amis, l'individu s'enfuit. J'ai réussi à lui sauter dessus, à le rattraper. Il y a eu des coups qui ont été portés. Il y a des coups qui ont été portés. Alors certes, ils ont attrapé le coupable présumé. Le procureur de Roanne condamne les agissements de ce père qui s'est fait justice lui-même en quelque sorte. Est-ce que vous aussi vous condamnez? Est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, si vous arrive quelque chose, n'agissez pas seul? Mais sûrement pas. Qui peut condamner la réaction de ce père de famille? On mesure sa crainte, sa douleur, sa fille qui est agressée sexuellement chez lui.
et il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas, alors qu'a priori, la personne revient. Donc, je comprends ce raisonnement, mais ça veut dire quoi? Enfin, vous ça qui veut êtes un dire élu de la République, que vous compreniez, mais que vous ne condamniez pas. Excusez-moi, je ne condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà, je ne le condamnerai pas. Au contraire, je comprends sa colère, sa peur, la peur de sa maman. Donc, un moment, qu'est-ce que ça dit cette affaire? Ça veut dire, et on voit qu'il y a eu d'autres exemples où il y a des citoyens qui aujourd'hui, à Nantes, c'est aussi des citoyens qui sont allés chercher un dealer. Parce que aujourd'hui, notre système est impuissant. Ça veut dire que l'État, ce pourquoi l'État est fait, et donc on prend le risque que les Français se fassent justice eux-mêmes. Justement, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ne laisse plus cette situation dégénérer. Partout, la violence gagne du terrain. 50% de coups et blessures volontaires en plus depuis 2012. 2 fois plus d'homicides et de tentatives d'homicide. Toutes les heures, un policier ou un gendarme blessé. Toutes les 20 minutes, un outrage qui est proféré contre celui qui porte un uniforme. Donc il faut réagir un moment. C'est pour ça que je souhaite la double peine pour les délinquants étrangers qui sont en cause dans les grandes villes, dans la moitié des faits. C'est pour ça que je souhaite des peines planchées contre ceux qui portent atteinte à un policier. C'est ça la réalité. Donc soit on parle, soit on fait des dénonciations. C'est l'impuissance, c'est le en même temps. Soit enfin on passe aux actes. C'est ce que je demande. Et c'est ce que vous souhaitez visiblement. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes et candidat donc à la présidence des Républicains. Merci à vous, il est 8h53 sur RMC BFM TV.